Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Répondez-moi. Ok, on peut commencer. Merci. Alors, le cours d'aujourd'hui, le placenta. Comme vous le savez, le placenta, c'est une annexe embryonnaire qui va permettre donc les échanges entre le sang maternel et celui de fœtus, de l'embryon ensuite de fœtus. Ces échanges, comme vous le savez, vont permettre l'approvisionnement en oxygène, en nutriments au fœtus. Le placenta joue un rôle aussi protecteur contre les agents pathogènes. Le placenta joue le rôle de glande endocrine qui va contrôler le déroulement de la grossesse, donc il assure le bon déroulement de la grossesse. Donc, ce qu'on va voir maintenant, on va décrire le placenta. Comme vous le savez aussi, comme je l'ai déjà dit, le placenta, c'est une annexe mixte constituée de tissu maternel qu'on appelle la caduque ou décidu et surtout fœtaux. C'est le placenta proprement dit, qu'on appelle également le chorion. Bon, alors, donc on va décrire la caduque et le chorion, comment se forme le process de placenta proprement dit. Alors, pour la caduque c'est quoi? C'est la couche fonctionnelle de l'endomètre. Comme on l'a déjà vu précédemment quand on a abordé le cycle menstruel, la muqueuse utérine sous l'influence des hormones ovariennes, notamment le jaune, va se développer pour se préparer à une éventuelle grossesse. Ce développement donc, va mettre en place ce qu'on appelle la couche fonctionnelle de l'endomètre où va s'implanter le blastocyste. Donc ça, c'est le développement de l'endomètre en dehors de la fécondation. Mais une fois l'œuf est fécondé, il y a formation du blastocyste qui va s'implanter. On verra que l'implantation va provoquer d'autres transformations de l'endomètre pour former ce qu'on appelle la caduque. D'accord? Donc, on va commencer par la description de la caduque. Donc, aujourd'hui, la connexion est lente, l'ordinateur est lent aussi. Je ne peux pas passer à notre diapositive facilement. Donc, il faut m'excuser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai dit, le placenta est constitué de tissu maternel qu'on appelle caduque et d'un tissu fœtal et de tissus fœtaux, surtout de tissus fœtaux qu'on appelle chorion, le placenta proprement dit. On va commencer par la description de la caduque qu'on appelle également décidu. Donc, c'est la partie superficielle de l'endomètre, la couche fonctionnelle. Et c'est cette couche fonctionnelle-là qui sera évacuée avec le placenta lors de la délivrance. La délivrance, ce qu'on va voir après, c'est l'expulsion du placenta après l'accouchement. Après l'accouchement, le placenta sera évacué ainsi que la couche fonctionnelle qui est la caduque. Quand est-ce qu'on parle de caduque? Donc, réaction de l'endomètre à la pénétration de l'œuf, c'est-à-dire du blastocyste. À partir du 12e jour, alors 12e jour, c'est-à-dire pendant la 2e semaine, on a vu que l'implantation commence pendant la 2e semaine du développement embryonnaire. Voici l'implantation. Voici le blastocyste en cours d'implantation.
ça c'est l'épithélium utérin, hein, donc l'endomètre, hein, et la couche fonctionnelle. Voici la couche fonctionnelle de l'endomètre et l'épithélium utérin. Le blastocyte en train de s'implanter. Hein. Regardez la différenciation du trophoblast en cytotrophoblast, syncytotrophoblast, information d'un disque didermique. Donc l'implantation va provoquer quoi? Donc à partir du 12e jour, apparaît dans la zone d'implantation une réaction immunologique locale avec envahissement de lymphocytes et accentuation de la vascularisation. Alors, ceci ne figure pas dans le cours que je vous ai donné. Donc, il faut noter ça. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je vais vérifier si vous m'entendez. Donc, je ne peux pas voir votre conversation. La connexion est trop lente. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi une minute, je vais vérifier quelque chose parce que... Amen. Amen. L'ordinateur, la conversation, peut-être que je suis restée là, mais quand je l'ai fait là. Répétez. Alors, j'ai dit que cette partie-là ne figure pas dans le cours que j'ai déposé dans la plateforme électronique. Hein? Donc, il faut noter ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter la réaction. L'ordinateur aujourd'hui est trop lent, je ne peux pas. Alors, il faut noter la réaction de la couche fonctionnelle pendant l'implantation. L'implantation, donc, elle provoque une réaction immunologique locale avec envahissement de lymphocytes et accentuation de la vascularisation. Elle provoque aussi une réaction des cellules du stroma. Donc, stroma, comme vous le savez, ça veut dire tissu conjonctif, hein, plus accentuée que celle observée au cours du cycle menstruel sans fécondation. C'est la réaction décellulaire. Les cellules du stroma deviennent volumineuses, se chargent en glycogène et en liquide. Ce sont des cellules décellulaires. Donc, en fonction de la position de la caduque, donc la caduque, c'est la couche fonctionnelle d'endomètre, hein, qui s'est développée encore plus, hein, pendant l'implantation du blastocyste. On a vu à quoi consiste cette modification. Donc, on aura trois parties de la caduque en fonction de la position de l'embryon, donc du blastocyste. Voici notre embryon ici. Hein, regardez, suivez bien. Hein, excusez, alors,
s'il vous plaît, vous suivez bien le schéma et la légende. Ça, c'est notre embryon. D'accord? Ça, c'est la cavité amniotique. En bleu, c'est ce qu'on va voir après, c'est le placenta, le chorion, en train donc, de se développer. Tout ça, c'est la paroi utérine. Et ça, c'est la muqueuse utérine. Ici, c'est la couche fonctionnelle. Donc, on va dire qui est ici en orangé, hein, c'est l'aqueduc. L'aqueduc. L'aqueduc, en fonction du blastocyste, hein, on distingue l'aqueduc basal, qu'on appelle aussi basilaire, hein, au-dessous du blastocyste. Alors, ce que j'ai écrit en rouge, hein, il faut le noter. Ça facilite la compréhension du schéma. Je préfère cette définition. Caduc basilaire entre l'œuf, c'est-à-dire entre le blastocyste et la paroi utérine. Entre le blastocyste et la paroi utérine. Voici la paroi utérine. Hein? Voici la paroi utérine. Voici la paroi utérine. Et ça, c'est la caduc basilaire. Et voici le blastocyste. Ça, c'est la caduc basilaire. Caduc basilaire entre le blastocyste et la paroi utérine. Voici la paroi utérine, la caduc basilaire. La caduc ovulaire, la voici. Entre la lumière, donc en noir ici, c'est la lumière de la cavité utérine, en noir ici. Et là, c'est la lumière de la cavité amniotique. Donc, la caduc ovulaire que voici, hein, c'est entre la lumière de l'utérus, entre la cavité utérine et le blastocyste. Le blastocyste. Hein. Voici la caduc ovulaire entre la cavité utérine, la lumière de la cavité utérine et le blastocyste. La caduc basilaire, basale, entre la paroi, donc le reste de la paroi utérine et le blastocyste. Tout ça, c'est le blastocyste. Hein? Notre disque embryonnaire didermique. Hein? La caduc basilaire, la caduc ovulaire, qu'on appelle aussi réfléchie, et le reste, la caduc pariétale, le reste de la muqueuse du corps de l'utérus. Celle-là. Donc, c'est celle-là. Celle-là, c'est la caduc pariétale. Caduc basilaire, caduc ovulaire, caduc pariétale. Pariétale, ovulaire ou bien réfléchie. Celle qui nous intéresse le plus, c'est la caduc basilaire qui deviendra le constituant maternel du placenta. Donc, voilà en ce qui concerne la caduc, la décidue. Les grandes étapes de la formation du placenta, proprement dit, le chorion. Comme on l'a déjà mentionné, hein, le développement du placenta est caractérisé par l'apparition des villosités. On a déjà vu l'apparition des premières villosités, hein, les villosités primaires, pendant la deuxième semaine du développement embryonnaire. Donc, donc les grandes étapes débutent au 9e jour par le creusement de lacunes
au sein de syncytiotrophoblastes? Oui. Regardez, hein, les lacunes syncytiales qui se remplissent ensuite de sang maternel. Ça, c'est le capillaire, ce sont les capillaires sanguins qui sont érodés. Hein. Alors, le syncytiotrophoblast va envahir la muqueuse utérine, la couche fonctionnelle, donc la caduque. Hein. Les enzymes vont détruire l'endothélium des capillaires sanguins, le sang sort, hein, et les lacunes syncytiales se remplissent de sang. Et les lacunes syncytiales, ici, ce sont les ébauches de la chambre intervileuse, qu'on va décrire après. Donc, et au 10e jour, le trophoblaste, alors quand on dit le trophoblaste, c'est-à-dire plus exactement le syncytiotrophoblaste, hein, qui va sécréter les enzymes, érode donc les vaisseaux sanguins maternels, provoque un afflux de sang maternel dans les lacunes trophoblastiques. Bon, ça c'est déjà expliqué. Bon, au 13e jour, voilà, au 13e jour, des cordons cytotrophoblastiques. Alors, ce schéma-là représente quoi? Ici, donc c'est le syncytiotrophoblaste, le cytotrophoblaste. Hein, accroissement, il va s'accroître, il y a croissance du cytotrophoblaste, hein, croissance et formation de quoi? Hein, de cordons, de cordons cytotrophoblastiques, hein, pour constituer ce qu'on appelle les villosités primaires. Ça, on l'a déjà vu, hein, apparition, hein, des villosités primaires pendant la 2e semaine du développement embryonnaire. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Vous m'entendez? Oui, d'accord. Bon, alors, 13e jour, formation des villosités primaires par croissance du cytotrophoblaste. Ensuite, les lacunes syncytiales vont confluer. Elles vont confluer, elles vont donc fusionner pour former ce qu'on appelle la chambre intervileuse. Entre les villosités, hein, il y aura la chambre intervileuse, hein, par fusion des lacunes syncytiales. Ensuite, formation des villosités secondaires. Comment? Alors, on reprend la légende du schéma. Alors, ce schéma-là en bas, hein, représente donc la fin de la 2e semaine du développement embryonnaire, avec apparition des cordons de cytotrophoblastes formant les villosités primaires et lacunes syncytiales remplies de sang sanguin, de sang maternel. Hein, et tout ça va se développer pour former le chorion de placenta proprement dit. Donc, y compris donc cette paroi-là, hein, formée de quoi? En mauve, c'est quoi? C'est le mésenchyme extra-embryonnaire, le cytotrophoblaste, le syncytiotrophoblast, enfermant les lacunes syncytiales. Tout ça, hein, va se développer pour former le placenta proprement dit. Donc, on a formation des villosités primaires. Ensuite, une fois les villosités primaires formées, ce que vous voyez en mauve là, le mésenchyme extra-embryonnaire, il va pousser, regardez ici, le voici ici, et le voici dans ce schéma-là. Hein, à la fin de la 2e semaine, un axe mésenchymateux venu du mésenchyme extra-embryonnaire. D'accord?
Est-ce que c'est clair pour le mésenchyme extra-embryonnaire? Donc, qu'est-ce qui va se développer? Donc, la paroi qui est faite à partir, donc c'est ce qu'on appelle la sphère choriale. Voilà, rappelez-vous de la sphère choriale. La sphère choriale, c'est elle qui sera à l'origine de la formation du placenta proprement dit, le chorion. Donc, la sphère choriale, elle est formée de quoi? Du mésenchyme extra-embryonnaire, hein, du cytotrophoblast, du cytotrophoblast, et au sein duquel il y a les lacunes syncytiales qui vont confluer, hein, pour former ici, regardez, hein, la chambre intervileuse. Entre les villosités, il y a ce qu'on appelle la chambre intervileuse remplie de sang maternel. Cette chambre intervileuse provient de la fusion des lacunes syncytiales remplies de sang maternel. D'accord? Donc, villosité primaire, ensuite, villosité secondaire, elle se forme quand le mésenchyme extra-embryonnaire va former un axe qui s'enfonce dans l'axe cytotrophoblastique. Hein? Donc ça, c'est la villosité, sont les villosités secondaires. Et entre les villosités, il y a la chambre intervileuse remplie de sang maternel. Est-ce que vous suivez? Vous m'entendez toujours? Kautar Hazurli. Oui, d'accord. Donc, au milieu de la troisième semaine, hein, des îlots vasculo-sanguins apparaissent au sein de l'axe mésenchymateux. Regardez, la villosité secondaire, ensuite apparition au niveau de la villosité secondaire des îlots vasculo-sanguins dans l'axe mésenchymateux. Ces villosités vont prendre le nom de villosité tertiaire. Villosité tertiaire. Donc, dans ce chapitre-là, on a abordé uniquement, hein, le développement des villosités. Villosité primaire, villosité secondaire et villosité tertiaire. Entre les villosités, il y a ce qu'on appelle la chambre intervileuse remplie de sang maternel. Cette chambre intervileuse provient de la fusion des lacunes syncytiales remplies de sang maternel. Et ce sang maternel provient des capillaires sanguins érodés, hein, par les enzymes du syncytiotrophoblaste. À la fin de la troisième semaine, les villosités sont au nombre de 400, 2 mm de long sur 500 micromètres de diamètre. Le placenta, à ce stade, prend le nom de placenta diffus. Donc, les villosités choriales se développent sur toute la surface du chorion et vers la fin du deuxième mois, les villosités choriales qui sont en regard de la caduque ovulaire dégénèrent, laissant adossé à cette caduque ovulaire un chorion lisse et avasculaire. Regardez, reprenons ce schéma-là. Donc la paroi utérine, notre fœtus, la cavité amniotique. Voici notre chorion. Le chorion lisse, le voici. Donc les villosités, elles dégénèrent à ce niveau-là. Ici, c'est quoi? C'est la caduque réfléchie et pariétale fusionnée. La caduque ovulaire, on ne la voit pas. Elle a fusionné avec la caduque pariétale par l'augmentation du volume de la cavité amniotique. La cavité amniotique a augmenté de volume, hein, ce qui entraîne, hein, la fusion de la caduque ovulaire à la caduque pariétale. Donc, les villosités choriales
se développe sur toute la surface du chorion. Ensuite, vers la fin du deuxième mois, les villosités qui sont au niveau du chorion qui est en regard de la caduque ovulaire, elles vont dégénérer. Hein, et cette partie du chorion s'appelle chorion lisse. Le chorion lisse. Les villosités choriales orientées vers la caduque basilaire, voici la caduque basilaire. La caduque basilaire continue à croître et constitue le chorion chevelu ou vileux. C'est le futur placenta discoïde. Le chorion chevelu ou vileux, le futur placenta discoïde. Donc ça, c'est le chorion lisse où les villosités ont dégénéré. Et ce placenta s'appelle le placenta chevelu ou vileux, où les villosités ont continué à croître. Hein, et ce chorion chevelu, qu'on appelle aussi vileux, va former le futur placenta discoïde. C'est donc la légende complète. Donc, je vais expliquer. Hein, bon, c'est déjà expliqué, mais je refais quand même. Donc, à la fin du 3e mois, le développement important de la cavité amniotique plaque la caduque ovulaire. Voici la caduque ovulaire. Hein? Voici la cavité amniotique. Hein? Donc, au fur et à mesure, vers le 3e mois, le développement important de la cavité amniotique plaque la caduque ovulaire contre la caduque pariétale. Ainsi se trouve oblitérée, fermée, regardez, c'était ouvert, la cavité utérine, elle était ouverte, ensuite, hein, elle se ferme. Lorsque la caduque ovulaire se plaque contre la caduque pariétale, hein, la cavité utérine se trouve oblitérée. Le placenta est alors un organe à ce stade-là. Hein, le placenta, le chorion, est un organe discoïde attaché à la paroi utérine par sa face maternelle, appelée plaque basale. Donc, le chorion est un organe discoïde. Il va présenter deux faces, une face maternelle et une face fœtale. La face maternelle s'appelle la plaque basale. Hein? Elle est attachée, hein, au niveau de quoi? De la caduque. Quelle caduque? Je vous écoute. Ici, c'est quelle caduque? Nord-Bouddhis. Qu'est-ce que c'est cette question? Le placenta discoïde, c'est le placenta proprement dit. D'accord? Bien, Kauter. Basilière. Donc, la partie, donc à la fin, Nord-Bouddhis, j'ai résumé la formation du placenta. D'accord? À la fin, on obtient un organe discoïde. Regardez. Voici le placenta à la fin de son développement. Hein? Il présente deux faces. Voici la face fœtale et voici la face maternelle. D'accord? La face fœtale, hein, relie le placenta, hein, à la cavité amniotique. Regardez ici. Le placenta est alors un organe discoïde attaché à la paroi utérine par sa face maternelle, appelée plaque basale, attaché donc à la caduque basilière, par sa face maternelle qu'on appelle la plaque basale. Sa face fœtale ou plaque choriale est au contact avec l'amnios, regardez. Hein?
regardez ici, hein, voici notre placenta, hein, relié, hein, en contact avec la cavité amniotique, hein, par l'intermédiaire du cordon ombilical qui le relie au fœtus. Donc, ici, c'est notre placenta, face maternelle, qu'on appelle plaque basale, qui le relie, relié à la caduque basilaire, et la face fœtale qu'on appelle plaque choriale, hein, qui relie le placenta au fœtus par l'intermédiaire du cordon ombilical et en contact de la cavité amniotique. Donc, voici le placenta, un organe discoïde, forme d'un disque, face fœtale, où s'insère le cordon ombilical. Hein? Regardez le cordon ombilical, face fœtale du placenta. Hein? La face maternelle, hein, qui relie le placenta, hein, à la caduque basilaire, qui est le constituant maternel du placenta. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Non, le bouddhiste. C'est clair maintenant? D'accord. Alors, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'expulsion du placenta hors de l'utérus après l'accouchement, normalement 15 à 30 minutes. Lorsque l'utérus est vide, il se contracte afin d'assurer l'hémostase mécanique. Les contractions utérines contraignent l'occlusion des artères récébéantes et permet d'arrêter les saignements. Donc, c'est ça la délivrance. Les fonctions du placenta, je les ai citées tout à l'heure. Donc, l'approvisionnement en nutriments, en oxygène, épuration des déchets métaboliques du fœtus, protection de l'embryon et ensuite du fœtus contre certaines substances toxiques et agents pathogènes. Il possède une fonction endocrine permettant le contrôle et le maintien de la grossesse. La progestérone, donc, comme on l'a déjà mentionné quand j'ai abordé le cycle menstruel, le corps sécrète la progestérone jusqu'au 10e mois, jusqu'à la 10e semaine de la grossesse, puis le placenta, sa partie trophoblastique, prend le relais. Hein, la progestérone, un maintien au repos le myomètre, empêche la contraction du muscle utérin. Sécrète aussi les oestrogènes, utiles à la préparation à la lactation. Les hormones, les hormones gonadocorioniques, les gonadocorioniques, qui sont les hormones gonadocorioniques qui sont sécrétées par le trophoblaste et ensuite par le syncytiotrophoblaste. Rappelez-vous quand on a parlé du contrôle endocrinien du cycle menstruel. La LH qui est sécrétée pendant donc, le cycle menstruel et permet le maintien du corps jaune pendant le cycle menstruel. Le cycle menstruel en dehors de la fécondation. La LH sécrétée en dehors de la fécondation, hein, mais une fois l'œuf est fécondé, hein, ce n'est plus l'hypophyse qui va sécréter la LH, hein, une autre hormone analogue à la LH qui sera sécrétée, hein, par le trophoblaste, ensuite par le syncytiotrophoblaste.
Alors, pour la LH, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'on a parlé de LH? Donc, la LH qui contrôle quoi? Elle permet la sécrétion de quoi? Pendant le cycle menstruel, je vous écoute. Alors, la régression du corps jaune est due à quoi? En dehors de la fécondation, on a dit que le corps jaune régresse. Il dégénère parce qu'il n'y a plus d'hormones qui le maintiennent. Parce que lorsqu'il n'y a pas de fécondation, hein, il n'y a pas d'hormones gonadocorioniques. Hein, parce qu'à un certain moment du cycle menstruel, pendant la phase lutéale, hein, le retrocontrôle négatif des hormones ovariennes va exercer, va inhiber, hein, va diminuer la sécrétion de la LH. Hein, il n'y aura plus de sécrétion de la LH. Hein, et le corps jaune va régresser. Et s'il y a fécondation, hein, le trophoblaste va sécréter une hormone analogue à la LH, ce sont les hormones gonadocorioniques, hein, qui vont donc maintenir le corps jaune jusqu'à la 10e semaine de la grossesse et permet le contrôle de la grossesse. D'accord, vous vous rappelez maintenant? Hein, vous vous rappelez? Alors, ce schéma-là, je vais poser une question. Que représente ce schéma-là? Si je veux donner un titre à ce schéma-là, répondez-moi s'il vous plaît. Hazurli Kauter. Si je veux donner un titre à ce schéma-là, quel titre j'attribue à ce schéma-là? Mais non. Non, Mahfoudi, non. Imen Biassi. En quelque oui, c'est juste. Mais c'est quelle période du développement embryonnaire? C'est quelle période du développement embryonnaire? La segmentation, oui, c'est bien, c'est la segmentation. Oui, les étapes de la segmentation. Oui, c'est bon. C'est quelle semaine? Première semaine, voilà. Première semaine, voilà le titre, c'est première semaine du développement embryonnaire. Première semaine du développement embryonnaire humain. D'accord? Alors, ça, c'est la paroi utérine et ça, c'est la couche fonctionnelle. Hein? Ça, c'est le blastocyste. BE, c'est quoi BE? Alors, c'est quoi BE? BE, c'est quoi? BE, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Très bien. Et CB, alors BE, bouton embryonnaire. Oui, Kauta, c'est bien. BE, bouton embryonnaire. Et CB, est-ce que dans le cours c'est mentionné? Dans le cours CB, la légende. Continue, Kauta. CB, c'est quoi? CB, non. Cavité du blastocèle. Oui. Cavité du blastocyste. Ou blastocèle. Cavité du blastocyste ou blastocèle. On dit blastocèle ou cavité du blastocyste. Très bien. Voilà. Alors, on va, alors ce paragraphe-là, j'ai l'habitude de donner au TP. Pendant le TP, hein, de la spermatogénèse, on va le faire ensemble maintenant.
Vous allez compléter ce paragraphe. Alors, qui résume les étapes de la spermatogénèse. La spermatogénèse commence à la puberté à partir des spermatogonies. Alors, les spermatogonies, c'est quoi les spermatogonies? Ce sont des cellules. Alors, le nombre de chromosomes, haploïdes ou la diploïde, les spermatogonies. Hazoli Kautar, Doha Mahfoudi, diploïde. Alors, les spermatogonies, ce sont des cellules. Nourglis, c'est des cellules quoi? Des cellules. Les spermatogonies sont des cellules. Alors, les cellules qui donnent les gamètes, les cellules qui se différencient en gamètes, on les appelle quoi? Oui, c'est des souches, mais comment? Comment ils s'appellent? Cellules germinales. Les cellules germinales, diploïdes. Donc, les spermatogonies et les ovogonies sont des cellules germinales. Les ovogonies vont former les gamètes femelles, l'ovule, hein, et les spermatogonies vont former les spermatozoïdes. Donc, ce sont des cellules germinales. D'accord? Alors, les spermatogonies subissent ensuite un accroissement cytoplasmique. Elles vont augmenter de volume et se différencient en quoi? Lorsque les spermatogonies augmentent, donc subissent un accroissement cytoplasmique, hein, elles augmentent de volume. Elles se différencient pour former quoi? Comment on va les appeler maintenant? Comment on va les appeler maintenant? Voilà, spermatocyte 1. Combien de chromosomes? Diploïdes ou haploïdes? Ah, 46 chromosomes. Et chaque chromosome formé de quoi? Inès? Donc, voilà, il faut dire diploïde. C'est 2 fois 46. Inès, la Houasniya. Quand tu dis 46, il faut préciser 46 chromosomes et chaque chromosome formé de 2 chromatides. Voilà. D'accord? Non, Ahlam Jedlab, ce n'est pas 23 chromosomes. Il n'y a pas eu encore de division méiotique. Hein? L'accroissement cytoplasmique, c'est une augmentation du volume. Hein? Les spermatocytes 1 sont diploïdes, 2N, 2 fois 46, 2 fois 46. Hein? 2 fois 46 chromosomes. Ou bien, alors 2 fois 46, c'est le nombre diploïde de chromosomes et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Alors Inès, 46 chromosomes. Bon, c'est juste, mais chromosomes. Mais 2 fois 46 chromatides. 2 fois 46 chromatides. C'est par rapport au nombre de molécules d'ADN. Donc 2 fois 46. 2 fois 46. Alors, donc 2 chromosomes diploïdes. Ces cellules, après avoir répliqué leur ADN, subissent la première quoi? Après réplication, la première quelle division? Inès Lahwasniya. Bon, c'est juste 46 chromosomes avant la réplication, c'est juste. Hein. Avant la réplication, 46 chromosomes, c'est juste. Diploïde. Oui, oui. 46 chromosomes avant la réplication. Mais après la réplication, ils deviennent 2 fois 46. D'accord? Après la réplication, c'est 2 fois 46. Inès Hosniya, c'est juste ce que tu as dit aussi. Avant la réplication, c'est 46 chromosomes. Avant la réplication, les spermatocytes 1, donc diploïde.
diploïdes. D'accord? Diploïdes. Hein? Ensuite, ils vont répliquer leur ADN. Hein? On aura 2 fois 46 molécules d'ADN, 2 fois 46 chromatides. Hein? Donc, nombre diploïdes. Après avoir répliqué leur ADN, elles subissent la première, quelle division? La première division méiotique, la division réductionnelle. Voilà, division réductionnelle. Hein? Qui c'est par quoi la division réductionnelle? C'est par quoi? La division réductionnelle, c'est par quoi? Les chromatides ou bien les chromosomes homologues? C'est pas les chromosomes homologues. Alors, et chaque cellule donne 2 cellules appelées quoi? La première division méiotique, chaque spermatocyte 1 donne quoi? 2 spermatocytes secondaires, haploïdes, N chromosomes. 23 chromosomes et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Vous êtes d'accord? La première division, on l'appelle pas division mitotique, division méiotique. On appelle division réductionnelle. Elle sépare les chromosomes homologues. On obtient chaque spermatocyte 1 donne 2 spermatocytes secondaires. Chaque spermatocyte secondaire contient un nombre haploïde. Et quand on dit haploïde, il n'y a plus de chromosomes homologues, il n'y a plus de paires homologues. 23 chromosomes et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? D'accord. Pour le nombre de chromosomes haploïdes, 23 chromosomes, et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. D'accord? Ces cellules, donc les spermatocytes 2, entament ensuite la deuxième division méiotique. Hein? Voilà. Et dans chaque cellule, 2 spermatides. Combien de chromosomes? 23 chromosomes haploïdes. Voilà. Et ces spermatides vont subir quoi? Voilà, un chromosome. Voilà, un chromosome. Hein? 23 chromosomes, 23 molécules ADN. Hein? Ici, 23 chromosomes. Hein? Et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc 46 molécules ADN. 46 molécules ADN. Alors, les spermatides, qu'est-ce qu'elles vont subir? Qu'est-ce qu'elles vont? La spermiogénèse, est-ce que c'est une division ou bien une différenciation? Nous le dit, c'est bien la spermiogénèse, c'est une différenciation. Voilà. Les spermatides vont donc subir une différenciation pour former le spermatozoïde. Voilà. Il faut noter aussi, alors,
J'ai l'habitude de donner aux étudiants des polycopes qui résument le rôle des autres annexes embryonnaires, comme la cavité dans l'amnios. L'amnios, c'est quoi? C'est une cavité amniotique limitée par un épithélium formé d'amnioblastes et contient le liquide amniotique. Ce liquide amniotique, donc il faut noter, assure un rôle de nutrition pendant les 3 premières semaines de développement. Par l'intermédiaire d'un liquide qui provient du plasma du sang maternel. Donc, les 3 premières semaines, la nutrition de l'embryon est assurée par le liquide amniotique qui contient les nutriments, et ce liquide provient du sang maternel, du plasma du sang maternel. Comme vous le savez aussi, et comme je l'ai déjà mentionné, il assure un rôle mécanique, protection mécanique. Une protection mécanique, il sert d'amortisseur contre les secousses. Le liquide amniotique permet au fœtus de se mouvoir et de développer son système musculaire et squelettique. Donc, il sert d'amortisseur contre les secousses, donc protection mécanique. Il permet au fœtus de se mouvoir et de développer son système musculaire et squelettique. Il réalise aussi l'isolement thermique du fœtus. Les autres annexes embryonnaires, la vésicule vitéline, elle sert de lieu de regroupement aux cellules germinales primordiales avant leur migration vers les gonades. Elles vont migrer ensuite par mouvement amoeboïde vers les gonades pour devenir soit des spermatogonies, soit des ovogonies. Et aussi, l'autre rôle de la vésicule vitéline, c'est dans la paroi de la vésicule vitéline que se forment les cellules hématopoïétiques primitives, souches, qui sont à l'origine de toutes les lignées sanguines. Donc, c'est dans la paroi de la vésicule vitéline que se forment les cellules hématopoïétiques primitives souches, qui sont à l'origine de toutes les lignées sanguines. L'autre annexe embryonnaire, l'allantoïde. On a vu comment elle se forme. Son rôle, sa partie intra-embryonnaire, comme on l'a déjà mentionné dans le cours, elle va former la vessie. L'allantoïde permet la différenciation aussi des vaisseaux sanguins du cordon ombilical. Voici grosso modo les principaux rôles des annexes embryonnaires. Donc, est-ce que vous avez des questions? Kauter Hazouli, ça va? Tu as pu noter? Tu m'as demandé de répéter. Alors, qu'est-ce que je dois répéter? Qu'est-ce que je dois reprendre? Le liquide amniotique? Le liquide amniotique, son rôle? L'allantoïde? La vésicule vitéline? L'allantoïde? L'allantoïde? L'allantoïde donne, donc sa partie intra-embryonnaire va former la vessie.
Elle permet la différenciation des vaisseaux ombilicaux. Alors, la vésicule vitelline, ok. Elle sert de lieu de regroupement aux cellules germinales primordiales. Les cellules germinales, hein, à l'origine des gamètes, comme les spermatogonies et les ovogonies. Ces cellules germinales, hein, vont ensuite migrer vers les gonades en cours de différenciation. S'il s'agit d'ovaires, elles vont devenir des ovogonies. S'il s'agit de testicules, elles vont former les spermatogonies. Donc, la vésicule vitelline, lieu de regroupement aux cellules germinales primordiales, hein, et c'est dans la paroi de la vésicule vitelline que se forment les cellules hématopoïétiques, hein, les cellules à l'origine des cellules sanguines. Voilà les principaux rôles des annexes embryonnaires. Il n'y a pas de quoi. Alors, c'est la dernière séance. Donc, révisez bien, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez révisé l'histologie? Ça va? Vous vous retrouvez bien avec l'histologie? Donc, ce n'est pas vraiment dur, c'est descriptif. Donc, là, vous avez les schémas. D'accord? Révisez bien les schémas. 5 QCM, 30 questions pour l'examen de l'histologie. 30 QCM. D'accord? Révisez bien l'histologie, s'il vous plaît. Et pour l'embryologie, peut-être qu'on aura 2 séances, hein, en présentiel. On va reprendre un petit peu ce qu'on a vu ensemble pendant les visioconférences. D'accord? Préparez vos questions. Ok, au revoir. Portez-vous bien.